Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme tous les soirs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu sur 8 Mont Blanc, en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités grâce au hashtag Accès Direct. Tout ça, c'est direction les réseaux sociaux que ça se passe. Au sommaire, ce soir, nous parlerons économie avec Paul Léon, le directeur de Métaux Spéciaux, qui nous fera le plaisir d'être en plateau d'ici quelques minutes. Nous parlerons également de musique et de musique particulière, puisqu'elle se trouve en plein cadre naturel. C'est Musique et Nature en Bauges. Nous avons un des organisateurs ainsi que le parrain de cette édition qui nous font le plaisir d'être présents d'ici quelques minutes. Et puis en fin d'émission, nous verrons une initiative solidaire branchée accessibilité. Je vous en dis pas plus, on se retrouve en fin d'émission pour en parler. Mais comme tous les soirs, on commence avec les titres de l'actu. Et comme tous les soirs, c'est un peu Olivia qui s'y colle. Salut Olivia. Salut Manu. Et avec toi, ce soir, alors j'ai pas vu l'ordre de tes titres, mais je pense qu'on va commencer avec des contrôles de police. Exactement Manu, 20 sur 20. C'est Albin Mouton qui était hier à Albertville où des contrôles routiers avaient lieu de la part de la police nationale et municipale. L'objectif est simple, combattre la recrudescence des infractions qui sont liées à l'alcool et aux stupéfiants, puisque évidemment le chiffre est en hausse depuis un an. Donc plus de détails dans quelques minutes. La drogue, c'est le mal, on le répète jamais assez. Et puis une très belle expo aussi au programme, au JT. Exactement, à la Grange Batelière, c'est à l'abbaye d'Hautecombe, toujours en Savoie. Alors c'est une exposition qui a lieu en ce moment même et jusqu'au mois de septembre. Et c'est Andrea Lupianez qui s'y est rendue ce matin pour nous faire découvrir l'histoire de la région. Reportage complet d'ici 30 minutes, 18h30 pétante, c'est au JT. Et puis pendant que tu es là, comme d'habitude, un petit coup sur les articles des confrères, c'est notre revue de presse. Et toi, tu nous as trouvé un article sur les gens du voyage. Tout à fait, c'est un article de France Bleu Pays de Savoie. Alors nos confrères de France Bleu nous informent que depuis samedi dernier, ce sont 24 caravanes qui se sont installées illégalement sur le terrain de foot de la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère en Savoie. Le maire évidemment a immédiatement demandé l'expulsion des gens du voyage, mais les familles ne l'entendent pas de cette oreille puisqu'elles comptent rester encore ici une dizaine de jours à peu près. Alors une certaine Nathalie, que notre confrère journaliste a interviewée, a affirmé que les aires réservées aux gens du voyage n'étaient pas adaptées justement à leur mode de vie et qu'ils ne quitteraient pas le lieu. Du côté du département, on affirme que le maximum est fait pour que les aires qui sont justement dédiées à l'accueil de ces gens du voyage soient convenables. Et Brigitte Beauchaton, qui est la vice-présidente de Grand Chambéry, affirme de son côté que l'agglomération a déposé une demande d'expulsion et qu'ils seront fermes sur le sujet. Merci beaucoup Olivia, affaire à suivre. Et puis avec toi Manu, une découverte incroyable. Bah oui, direction la Haute-Garonne ce soir. Un agriculteur a fait une découverte sans précédent, le crâne d'un mastodonte des Pyrénées. Un cousin éloigné de l'éléphant qui a disparu il y a à peu près 1,5 million d'années. Alors, si des os de dinosaures sont trouvés un peu régulièrement dans le monde, moi c'est le process qui m'a fait rire ce coup-ci, puisque la découverte en tant que telle remonte à 2014. À partir de là, 2 ans ont été nécessaires à l'agriculteur pour arriver à joindre le Muséum de paléontologie et d'archéologie de Toulouse. À partir de là, 1 an supplémentaire a été nécessaire avant qu'une équipe ne soit envoyée sur place afin de vérifier la véracité de la découverte. Donc nous sommes à ce moment-là en 2017, je m'emballe un petit peu, quand les chercheurs se rendent compte de l'importance de la découverte, car oui, on ne connaissait cette espèce juste à présent qu'à partir de 4 dents qui avaient été trouvées en 1857. Donc les paléontologues disposent aujourd'hui d'un crâne entier, quasi intact selon leur dire. Et donc oui, car c'est ce lundi qu'a été présentée cette trouvaille en exclusivité, à peu près 5 ans après sa réelle découverte. Mais il s'agit d'une réelle avancée dans la science, donc il ne faut pas minimiser. De toute façon, il n'aurait pas bougé d'ici là en 5 ans. C'est incroyable en tout cas. Merci Manu. Merci à toi Olivia, on se revoit tout à l'heure pour le rappel des titres. Sinon, si on n'a pas le temps, au JT, de toute façon, on connaît la chanson. Et j'accueille tout de suite notre invité du jour. Paul Léon, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de Métaux Spéciaux, une entreprise dont on parle que peu et pourtant qui est le leader mondial du sodium métal. Alors, comment, déjà, question bête et méchante, sur une entreprise qui a plus de 100 années d'existence, pourquoi dans la presse on ne parle si peu de vous? Alors, on parle quand même un petit peu de nous dans la presse, puisque nous avons eu plusieurs articles dans le Dauphiné Libéré, nous avons aussi eu des articles dans les Échos Pays de Savoie. Mais effectivement, c'est la première fois que nous sommes invités, à ma connaissance en tout cas, pour une émission de télévision.
Eh ben, écoutez, on est très content d'être les premiers justement à vous inviter, à vous avoir en plateau. Alors revenons d'abord sur un peu l'histoire de cette société. Même si vous me disiez en préparant cette émission, ça fait que 3 ans et quelques que vous êtes le directeur de la structure. C'est vrai qu'un peu plus de 100 ans d'histoire et ça demande autant de temps de se spécialiser dans le sodium. Oui, alors c'est une fabrication. Alors déjà, c'est une entreprise très ancienne qui existe depuis 120 ans. Donc cette année, l'entreprise a fêté son 120e anniversaire. Donc qui a démarré en 1898 par la construction, enfin le creusement d'un canal de dérivation de l'Isère, juste un peu plus haut que Moutier, et la construction d'une centrale hydroélectrique. Donc pour produire de l'électricité, le premier marché de l'entreprise, ça a été le tramway de Lyon. Ok. Ensuite, cette entreprise a commencé à développer des activités de production de produits chimiques et elle s'est lancée dans la production du sodium, qui est un métal alcalin, dans les années 50, avec la construction de notre premier atelier de production, qu'on appelle une salle d'électrolyse, et qui est toujours en activité aujourd'hui. Il faut le rappeler, c'est une entreprise très particulière. Il me semble que vous êtes classé Céveso. Oui. Donc, priorité absolue à la sécurité sur tout le site. Vous êtes basé à Plomblières. Je vais y arriver, pardon. Oui. Et depuis lors, comment de là, les premiers chantiers dans les années 50, on arrive à devenir le leader mondial de la fabrication d'un métal? Le pas est quand même énorme. Alors ça a été une très très longue histoire. Je dirais que l'entreprise s'est développée intelligemment, s'est spécialisée sur le sodium, a récupéré l'activité de concurrents, notamment allemands et britanniques, qui ont arrêté cette activité. Et puis en définitive, est devenu de cette manière-là le leader mondial en développant un procédé en améliorant le procédé de fabrication qu'elle avait racheté d'un chimiste américain. Alors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, si je peux me permettre l'expression. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 salariés. 307, oui. 307 salariés et qui tournent, j'imagine, 24/24. Alors, l'usine ne s'arrête jamais. Elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et notre salle d'électrolyse, la première salle d'électrolyse qui a été construite dans les années 50, ne s'est jamais arrêtée. Nous opérons un procédé de production qui ne peut pas s'arrêter plus de 2 heures. Et par conséquent, nos salles tournent en permanence, la première depuis les années 50 et la seconde depuis les années 2000, le début des années 2000. Ça doit être très très difficile, vous en tant que gestionnaire, de manager justement des équipes à flux tendu comme ça. Oui, effectivement, on a un gros effectif sur le site, 307 personnes, beaucoup qui travaillent en équipe postée, de manière à assurer la sécurité et la surveillance en continu du procédé de production. Et nous avons aussi des dispositifs de sécurité extrêmement performants pour éviter toute fuite accidentelle de produits dans l'environnement. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de métaux spéciaux suite à des mouvements de grève, des mouvements syndicaux. C'est vrai que les salariés ne comprenaient pas, malgré la hausse croissante du chiffre d'affaires, qu'il n'y ait pas de retombées plus que ça pour les salariés. Et alors, quand on a contacté les syndicats pour leur demander après coup ce qu'ils en pensaient, ils nous ont dit que c'est une fabuleuse histoire. Rarement on a des accords comme ça et un dialogue aussi franc avec la direction. Il a été facile de trouver justement un terrain d'entente entre les salariés et la direction? Alors, il y a eu un mouvement social. Alors, déjà, il n'y a pas eu des mouvements sociaux, il y a eu une grève qui a duré effectivement 4 heures. Sur laquelle la quasi-totalité de l'entreprise était en grève pour le coup. Alors, pas tout à fait. On avait environ une trentaine de grévistes sur les personnes qui travaillaient ce jour-là. Et effectivement, comme on a des équipes postées, si vous voulez, il y avait effectivement plus de monde devant l'entreprise. Bon, je dirais que c'est un mouvement qui a été assez suivi, mais qui n'est pas le premier mouvement que nous ayons connu dans l'entreprise ces 15 dernières années. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'effectivement, nous sommes arrivés assez rapidement à tomber d'accord sur des mesures salariales. D'une part, effectivement, nous avons revalorisé notre première proposition. Et d'autre part, nous avons décidé, compte tenu des bons résultats de l'année 2017, de distribuer un supplément d'intéressement. Donc si vous voulez, c'est quelque part une participation supplémentaire au bénéfice de la société, qui est de l'ordre de 350 € par personne, et que nous allons verser cette année au titre de l'année passée. Ouais, il y a eu ça, il y a eu des primes exceptionnelles. Alors il n'y a pas eu de prime exceptionnelle, il y a eu ce supplément d'intéressement, puisqu'effectivement nous ne pouvons distribuer que l'argent que nous gagnons. Bien sûr. Voilà. Alors c'est vrai que selon les syndicats,
vous avez presque accepté toutes leurs demandes, pas loin en tout cas. C'était normal, selon vous, de reconnaître finalement le travail de tous vos salariés à ce moment-là? Alors, bon, je voudrais juste préciser que sur l'ensemble des revendications, bien entendu, nous n'avons pas pu toutes les accepter. Il y en avait 12, nous sommes allés sur 3. Alors, à un moment donné, effectivement, il faut se fixer des priorités. Nous sommes allés sur 3 revendications et effectivement, nous avons trouvé un accord sur ces 3 revendications. Et effectivement, bon, c'est aussi quelque part naturel de reconnaître le travail qui a été fait sur une année qui a été une très très bonne année pour la société. Le meilleur résultat depuis 2008. Alors justement, comment on voit les années prochaines, les années futures? On repart sur des bonnes bases, il n'y a plus de tension au sein des équipes? Alors, il y a moins de tension au sein des équipes. L'activité tourne bien. Nous avons un bon niveau d'activité. Nous avons des projets industriels très importants que nous devons mener pour améliorer le rendement de nos sacs d'électrolyse, donc pour produire plus de sodium. Également pour produire un chlore, puisque nous sommes aussi fabricants de chlore. Puisque quand vous fabriquez du sodium, vous fabriquez aussi du chlore. Nous fabriquons 42 000 tonnes de chlore par an. Et nous devons mener à bien des projets dans les 2 prochaines années pour améliorer la qualité de ce chlore, la pureté, de manière à pouvoir le proposer à un panel de clients plus large. Qui s'exporte partout sur la planète, j'imagine. Alors le sodium s'exporte partout sur la planète. Le chlore, pour des raisons de sécurité de transport, surtout sur le continent européen. Dernière petite question, très, très vite fait. Les prochaines grandes échéances de l'entreprise? Alors les grandes échéances de l'entreprise sont des projets visant à sécuriser le chlore, les débouchés pour le chlore. Donc nous sommes en train de travailler sur un projet de production d'acide chlorhydrique. Et nous travaillons aussi sur un très gros projet qui consiste à débromer, donc on va dire à nettoyer notre chlore d'impuretés, de manière à pouvoir le commercialiser plus facilement et de manière à permettre le développement de l'entreprise. Paul Léon, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes Merci questions. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Merci Je bien. vous laisse repartir direction la régie pour accueillir nos prochains invités. C'est nos invités, on en parle. Antime Leroy, Philippe Binder, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous venez ici pour nous parler d'un bel événement, musique et nature en Bauges. Alors, c'est un événement qu'on ne présente plus puisqu'il fête cette année ses 20 ans. Alors déjà, question bête et méchante, 20 ans, c'est le grand âge ou c'est l'âge de raison? C'est un âge important à l'échelle humaine, c'est aussi un âge important à l'échelle d'un festival, puisque pour arriver à cet âge-là, il faut déjà franchir beaucoup d'étapes. Et voilà, on est très content d'y arriver et de pouvoir offrir un bel événement, comme vous dites, à nos auditeurs fidèles. Alors justement, avant de revenir sur un peu l'historique, on a la chance également d'avoir Philippe Binder. Vous êtes le parrain de cette 20e édition. Voilà. J'imagine un petit peu d'émotion que d'avoir été choisi en cette année anniversaire. Oui, c'est-à-dire que je suis parrain depuis le début du festival, mais c'est parce que j'ai une maison dans les Bauges, je suis chef d'orchestre. Et donc, j'ai aidé un petit peu au début, mais Antime est un directeur artistique formidable, et donc il a fait une programmation qui répond à un besoin du public et qui a donné de très grands succès. Voilà. Alors c'est vrai que petit à petit, sur ces 20 dernières années, le festival, bien sûr, il a évolué, il a grandi en termes de concerts, de dates, de spectateurs et de lieux également. Aujourd'hui, quand on parle des Bauges, c'est les Bauges au sens large, puisqu'on peut retrouver des concerts jusqu'à Doussard, Faverges, même Rumilly, à ce que j'ai vu. À l'échelle des 2 départements, Savoie et Haute-Savoie, dans le cadre du massif des Bauges, qui est effectivement très large. Et donc, on peut donner beaucoup de concerts, 18 concerts entre le 12 juillet et le 14 août, sur les 2 départements, effectivement. L'essentiel se passe dans les petits villages des Bauges. Alors bien sûr, c'est vrai que j'en parlais pas, mais Jarzy, Châtelard, Bellecombe en Bauges, Doucy en Bauges. Et Doucy, bien sûr, c'est des sites incontournables. Comment vous les choisissez justement, ces sites privilégiés? En fonction du cadre paysager et en fonction de la capacité des églises à accueillir des concerts de cette nature. Donc, justement, Philippe Binder, vous, compositeur, le lien entre la nature, justement, la salle de spectacle, la représentation, tout ça pour vous, ça fait suite logique?
Oui, c'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est que Antime a choisi des lieux où le monument permet une certaine programmation, et la programmation est vraiment adéquate au lieu, et c'est vraiment formidable, le public s'y retrouve. Je ne suis pas compositeur, j'étais chef d'orchestre. Pardon, excusez-moi. Chef d'orchestre. Enfin, c'est pas loin. Et on peut dire que c'est vraiment un succès formidable, parce que c'est difficile quand même de faire un festival itinérant dans la ruralité comme ça. Et cette année, on commence, alors on fait un concert à Jarzy, et puis c'est un concert qui célèbre aussi un des plus grands pianistes savoyards, François-René Duchâble, qui jouera à Jarzy, puis on redonnera le concert à Aix le lendemain, le 18, au Palais des Congrès. Et donc, il y aura, pour ce concert, c'est le concert du 20e anniversaire, donc on a aussi le label et la présidence de Michel Barnier, qui nous a écrit une grande lettre pour nous féliciter, et qui... alors, ce concert aura lieu donc à Aix, au Palais des Congrès. C'est un festival Beethoven, avec l'Orchestre de Prague. Et il y a Duchâble joue un concerto, le troisième concerto de Beethoven, la fantaisie chorale, et il y a la chorale Schutz qui se joint à l'orchestre. Ça fait un concert avec beaucoup d'exécutants, et je pense que ça sera un très grand succès. Beaucoup de dates justement entre ce 14 juillet, ce 12 août, pardon. C'est vrai que, est-ce qu'on s'imaginait à l'époque quand ça a commencé que ça prendrait un tel essor, Pas du tout. Un tel engouement de la part ne serait-ce que des spectateurs? Pas du tout, on ne s'en imaginait pas du tout. On a commencé ça d'une façon très modeste au Cœur des Bauges au Châtelard, avec tous les concerts au Châtelard à l'époque. Et puis, en fonction de la demande des spectateurs, on a élargi le festival au canton, puis au département, et maintenant sur les 2 départements. Donc voilà, c'est un festival qui a beaucoup grandi et qui répond à un besoin du public pour écouter de la belle musique dans un cadre paysager formidable. C'est vrai que vous le disiez, à la base c'était un village, une vallée, un massif, maintenant c'est 2 départements. Où est-ce que ça va s'arrêter concrètement? Ça va s'arrêter où ça se situe aujourd'hui, parce que les capacités humaines ont des limites, et voilà, il faut contenir notre ambition à l'échelle de nos possibilités. Le festival est géré exclusivement par des bénévoles qui sont là tout l'été. C'est beaucoup de travail pour tout le monde, et chacun le fait avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Et Philippe Binder, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un lien particulier avec les spectateurs, justement, dans ces cadres privilégiés. Et ça se fait plus facilement, le lien. Absolument. Vous savez, les concerts qui se font dans des très très grandes salles, l'atmosphère est très difficile à établir. Par contre, dans des petites salles, où, quand la jauge ne dépasse pas 800 ou 900 personnes, ce qui n'est pas le cas là-bas. Bon, pas mal. Oui. Mais je veux dire, les musiciens sont tout près, sont près du public. Mais ce qui est la caractéristique de ce festival aussi, c'est que ces bénévoles créent une atmosphère entre ceux qui organisent le festival et les auditeurs, qui est assez exceptionnel, il faut dire la vérité. Et vous savez, il y a des très grands noms qui sont venus. Vraiment, moi, les premiers temps, j'ai demandé aux solistes qui jouaient avec moi sur la Côte d'Azur ou à Paris, etc., de venir. Quand ils sont venus, ils ont demandé à revenir, vraiment. Des gens comme Brigitte Engerer, comme Jordi Sabal, des gens comme ça. Bon. Et c'est vraiment formidable parce que, d'abord, le cadre est formidable, le pays est vraiment authentique, c'est vraiment les Bauges, c'est un endroit où la nature est assez exceptionnelle. Et je pense que ce lien est dû effectivement à la proximité entre le public et les solistes, mais aussi à l'atmosphère que Antime Leroy et les bénévoles donnent pour chaque concert, établissent à chaque concert. Bon, Antime Leroy, dernière petite question, très rapidement. Il y a des grandes dates tout au long du mois. Pourtant, est-ce qu'il est encore possible de trouver des places? Il est possible de trouver des places, notamment pour les 2 concerts dont Philippe a parlé, les concerts de gala à Jarzy et puis le lendemain à Aix-les-Bains, dans le cadre du Palais des Congrès. Donc on peut accueillir beaucoup de personnes. Il ne faut pas hésiter à téléphoner ou à se rendre sur le site internet du festival. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je vous souhaite bon courage pour les jours et les semaines qui arrivent, parce que j'imagine qu'elles seront chargées pour vous deux. Merci de votre invitation. C'est un plaisir. Je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour moi d'accueillir notre dernier invité du jour, en la personne de Florian Vallet. C'est notre invité, on en parle.
Florian Ballet, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci à vous. Alors, vous avez sorti il y a quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est tout frais, Exactement, Voilà. c'est tout frais, oui. une nouvelle application qui s'appelle Active Andy. Oui, alors c'est couplé entre un site web et une application, effectivement, sur les deux plateformes, Google, enfin Android et Apple, pour mettre en avant les activités sport et loisirs outdoor pour le monde du handicap. Alors concrètement, question bête et méchante, c'est quelque chose de vraiment novateur. Il y avait encore un gros trou avec rien à proposer dans ce secteur. Alors vous aviez donc les fédérations sportives qui proposent effectivement pour les clubs, mais rien pour le monde de l'outdoor, si je puis dire. Sortir les randos, le culturel, il n'y avait pas cette visibilité. Et donc le digital permet ça maintenant, ce qui est une belle avancée. Alors avant de parler un peu plus en détail de ce site, de cette application, c'est vrai que vous aviez déjà un lien assez fort avec le handicap, avec le monde du handicap. Vous étiez adhérent d'une association, Live, si je dis pas de Oui, bêtises. Live, oui, ce Ouais. loisir identique, vacances ensemble sur Thône, oui, qui fait beaucoup d'animations, beaucoup de sorties en montagne, été, hiver. Et j'ai rencontré des gens qui venaient de très très loin de la France, même de l'étranger, pour pratiquer du handiski, de la rando en montagne. Donc ce qui est plutôt intéressant. Des gens qui viennent de Saint-Étienne la journée pour faire une rando en montagne, puisqu'ils savent qu'il y a un équipement et que l'encadrement est bien. Donc on se dit qu'il y a un potentiel à faire derrière. Justement, l'idée vient de là. Quel a été vraiment l'instant T entre le virage de la simple idée et la mise en action? Alors c'était quand j'ai repris mes études, j'ai travaillé au sein de la Fédération française de kayak, sur les activités handisport justement, enfin travailler sur les équipements. Et il y avait plein de monde, plein d'activités. Je suis allé voir d'autres activités, par exemple pour du wakeboard. Il y avait 40 personnes qui faisaient la queue pour tester le wakeboard. Donc on se dit qu'il y a l'équipement, il y a la demande, mais qu'il manquait. Et le déclic, ça a été de dire, si j'ai quelque chose dans la main et que je dis, mais qu'est-ce qu'il y a autour de moi? D'où est partie l'idée de l'appli. Alors concrètement, il y a beaucoup de critères, des critères de handicap, des critères de territoire, des critères d'activité. Aujourd'hui, on a vraiment insisté sur le ludique, la prise en main facile. C'est ça. Que les gens soient autonomes, puisque dans l'application, les gens peuvent téléphoner pour réserver une activité, peuvent réserver une randonnée accompagnée avec un guide depuis l'application, prendre un billet pour Musiac, par exemple, qui commence aujourd'hui, de le prendre depuis l'application. Donc voilà, de les rendre autonomes, de les rendre interactifs, et puis effectivement, l'avenir, comme on le voit là, ce sera participatif pour le reste, que les gens puissent aussi interagir, mettre des étoiles, des commentaires, enfin voilà, que ce soit aussi la leur, pas qu'il la remplit, mais que ce soit aussi à eux, leur propriété. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de démarchages pour aller chercher l'activité, les critères, les gens de dispo. Ça a été un long travail ou concrètement J'ai c'était commencé facile en juin dernier. Et là, elle sort maintenant. Donc ouais, c'était Un an de travail. un an de travail, 3 mois pour faire vraiment un test sur les pays de Savoie. Ce qu'il y avait déjà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme activité? Du rafting, de l'acrobranche, du tir à l'arc, du wakeboard, du ski nautique. Là, je parle que l'été. Et donc effectivement, après, il a fallu travailler, mettre en route, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et puis l'aboutissement est génial. Vous parliez tout à l'heure de la reprise de vos études. Aujourd'hui, c'est votre projet de vie, C'est mon projet de vie. J'ai la chance d'être accompagné par le cluster européen Outdoor Sport Valley, qui maintenant récupère l'innovation. Donc c'est une chance pour moi d'avoir cet accompagnement. Puis que le handicap rentre par la grande porte dans le monde de l'outdoor, c'est top. Il était temps. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de structures aujourd'hui qui se présentent sur le lien entre, comme vous le disiez tout à l'heure, à part les fédérations, entre le handicap et le monde du sport. Les passerelles ne sont pas encore évidentes. Non, elles ne sont pas encore forcément évidentes. On a les équipementiers qui sont là, qui font vivre aussi leur discipline, les équipements. Mais il n'y avait pas effectivement ce lien pour les gens. On trouve des applis, par exemple, mais des applis pour les gens qui ont une déficience visuelle, auditive, ou pour l'accessibilité des lieux, par exemple, mais rien sur l'activité, le plaisir, le fun, puisque c'est top d'aller pouvoir pratiquer une activité. Et j'imagine que justement, entre un déficient visuel, un déficient auditif, quelqu'un qui est en fauteuil, les activités doivent aller de l'un à l'autre. Ça fait un panel qui est très, très large. Et vous avez mis le doigt là-dessus qu'effectivement, moi, pour le coup, j'ai envie de m'intéresser à tous les types de handicap, que ce soit des trucs visibles ou des handicaps un peu invisibles, la sclérose en plaques, par exemple. Et que moi, je trouve une activité pour ce handicap, mais que la communauté puisse aller tester pour les autres types de handicap cette activité. Donc on est effectivement sur une activité, plusieurs handicaps possibles. Et c'est aussi une force que j'ai envie de mettre en avant avec Active Andy. Si je ne dis pas de bêtises, ça a été lancé le 9 juillet. C'était ce lundi. Et alors les premiers retours à chaud. C'est top, quoi. Les gens sont contents. Les gens l'attendaient en plus. Donc quand vous envoyez... la petite anecdote, c'est que j'ai envoyé bouler un banquier qui me demandait mais votre plan de financement. Je dis ouais, mais là pour l'instant les gens veulent l'application, donc on travaille pour eux. Et ouais, les retours sont top, le site est top, donc ouais,
Ça prend bien. Oui, combien de téléchargements à peu près? Oula, On n'en est pas encore là. Je prends les devants. oui, vous prenez les devants. Non, on n'en est pas encore là, mais déjà le ressenti, les professionnels, voilà, j'ai le Parc national de la Vanoise comme partenaire, qui est un gros partenaire, et je suis très fier de les avoir, qui ont trouvé que c'était génial, c'était top. Donc, même si eux sont montés. Et merci à vous de nous le mettre à disposition. Merci à vous. Florian Vallet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le temps passe vite, on est déjà au terme de cette émission. On aurait pu en parler. Longtemps, on le sait bien, mais c'est mon drame quotidien sur cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à Accès Direct. Je vous laisse repartir en régie, et juste le temps pour moi d'accueillir un autre invité, mais celui-ci en direct Skype depuis Crans-Montana. J'ai le plaisir d'avoir avec moi François Besançon. Vous êtes le président du comité d'organisation du Jumping Morzine et Crans-Montana. Bonjour. Absolument, bonjour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui justement le grand rendez-vous, le jumping, est de retour à Crans-Montana. J'ai envie de dire, bon maintenant on est vraiment habitué, c'est une belle histoire d'amour entre l'événement et la ville de Crans-Montana. Il n'y a presque plus de problème d'organisation, tout roule, c'est facile maintenant pour vous. Alors, c'est jamais facile, l'événementiel n'est jamais facile. D'abord, Crans-Montana et le jumping sont liés depuis des décennies. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on a relancé un événement de très haut niveau qui est devenu cette année le concours épique de montagne le plus important d'Europe, le Jumping Longines Crans-Montana, 4 étoiles. Donc, un très, très bel événement, effectivement, ici sur le haut plateau. Et c'est un plaisir, évidemment, extraordinaire que de recevoir nos amis belges, hollandais, brésiliens, mexicains, anglais, italiens ici sur ce haut plateau, avec une vue absolument magique aujourd'hui sur les Alpes. C'est vrai que chaque année, on a l'impression que le plateau de Cavalier s'enrichit avec de plus en plus les meilleurs mondiaux qui sont là dans les différents jumpings. Où ça va s'arrêter concrètement? Alors écoutez, vous savez, notre ambition a toujours été la même, c'est pas de faire le plus grand concours hippique au monde, mais de faire un des plus beaux. On a un site qui est tout simplement exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de sites de ce type-là dans le monde, et je crois vraiment que là, ce que nous offrons aux cavaliers, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi ce que nous souhaitons offrir aux Valais, à Crans-Montana, au plateau qui nous accueille. C'est une mise en valeur tout à fait remarquable de la région qui est la nôtre. C'est vrai que de plus en plus de spectateurs également font le déplacement. Alors ça doit être génial pour les cavaliers, mais également pour les spectateurs. En fait, c'est une grande fête au sein de la station. Bien sûr. Écoutez, un événement de ce type-là, c'est à la fois une animation pour les personnes qui y sont, mais c'est aussi une destination pour ceux qui veulent venir. Donc finalement, chacun y prend son plaisir, sur d'autant que l'entrée y est libre. Donc tout le monde est le bienvenu, et il y a toujours quelque chose à faire dans un concours épique qui démarre de 9h le matin à 19h le soir. Alors juste dernière petite question, les prochains grands rendez-vous avec le timing, ce sera pour quand? Alors, c'est très simple. Demain, 17h, une épreuve qui compte pour le Longines Ranking, le classement mondial, qualificatif pour le Grand Prix de dimanche. Samedi à 13h, à nouveau une épreuve pour le classement mondial et le Grand Prix Longines, 14h, dimanche après-midi. Merci beaucoup François Besançon d'avoir été avec nous, d'être intervenu en direct depuis Crans-Montana. Je vous libère parce que j'imagine que vous avez une fin de journée un peu chargée. Et juste le temps pour moi de récupérer Olivia Boisson, présentatrice de notre JT quotidien, pour nous parler des titres qui seront développés dans quelques instants à peine. Et on va partir du côté de la Savoie. De la Savoie, j'allais dire Albertville. Attends, je suis mieux renseigné que toi. Pour des contrôles policiers. Exactement. Tu l'as dit, des contrôles policiers avaient lieu hier soir, en fin de journée. L'objectif de la police, combattre la recrudescence des infractions qui sont liées à l'alcool et aux stupéfiants. C'est Albin Mouton qui était sur place. Et un deuxième reportage en titre ce soir sur une exposition. Et oui, toujours en Savoie, à l'abbaye de Hautecombe. C'est l'exposition des Ducs de Savoie. Alors c'est l'occasion de découvrir l'histoire de la région dans un bâtiment qui est lui aussi chargé d'histoire. Et cette fois-ci, c'est Andrea Lupianès qui était sur place. C'est dans un instant, c'est au JT à ne pas manquer. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Demain, émission spéciale en extérieur. Nous serons tous au complet, tous les présentateurs d'Accès Direct. Nous vous proposons une émission spéciale. On ne vous en dit pas plus. Il y a un petit extrait dans le JT, mais je vous donne rendez-vous 18h demain soir, ce vendredi, pour la dernière avant les grandes vacances, car nous aussi, nous avons besoin de vacances, même si ça ne se voit pas, c'est le cas. Je vous souhaite une très très belle soirée, tout de suite le JT, et puis n'oubliez pas de revoir nos émissions sur les réseaux sociaux ou en replay. À bientôt sur 8 Mont Blanc.